Madame, Monsieur, chers amis de Jean Starobinski, chère famille de Jean Starobinski, bonsoir et bienvenue à la célébration du 100e anniversaire de la naissance de Jean Starobinski. C'est en 2018 déjà que nous avions envisagé à la Bibliothèque nationale suisse, bien avant les complications sanitaires que l'on connaît, de créer une exposition en ligne sur Jean Starobinski. Pour partager bien sûr les richesses des archives littéraires suisses avec notre public, mais aussi à travers le monde, puisqu'aux archives, nous savons que des chercheurs du monde entier, de nombreux pays, travaillent sur cette œuvre. Ce centenaire, c'est donc pour nous la possibilité d'honorer la mémoire de quelqu'un d'exceptionnel, d'une personnalité inoubliable, et en même temps, c'est une aventure totalement inédite. Par ce projet, nous explorons en effet de toutes nouvelles formes de partage avec le public. Nous avons voulu donc nous adjoindre ce qu'il y a de meilleur, à savoir l'EPFL ECAL Lab, avec lequel nous avons développé un partenariat. L'EPFL ECAL Lab est le centre de recherche en design de l'EPFL et j'ai le plaisir d'animer cette soirée avec Nicolas Anchaud, son directeur. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Stéphanie, merci pour ce projet. L'objectif effectivement c'est de partager avec vous tous ce contenu absolument exceptionnel. Nous avions prévu de le partager physiquement dans un vrai vernissage. Nous le faisons de manière numérique en raison de la situation avec la Covid, mais vous verrez qu'il y a des avantages très intéressants. D'abord, nous avons la chance d'être dans l'immeuble de Jean Starobinski, devant l'une de ces fameuses bibliothèques. Ensuite, nous aurons des invités de différents pays qui interviendront durant ce vernissage. Et troisièmement, nous allons pouvoir visiter ensemble cette exposition à la fin, puisqu'elle est entièrement en ligne. Alors, quelques mots de l'EPFL ECAL Lab. C'est l'unité de recherche en design de l'EPFL qui est située dans le bâtiment de l'ECAL, d'où le nom, un peu plus compliqué parfois. Mais notre objectif, c'est d'essayer d'explorer comment est-ce qu'on peut transformer les technologies émergentes en expériences qui soient convaincantes dans notre quotidien. En gros, d'imaginer des scénarios d'usage et puis aussi de voir comment est-ce qu'on peut exprimer ces scénarios d'usage. Donc on a des designers, on a des ingénieurs, mais nous avons aussi des compétences en psychologie pour évaluer l'impact de ces propositions avec un public large. Donc il y a de la recherche, mais une recherche qui est proche du terrain, avec des expérimentations qui impliquent les utilisateurs, et donc c'est une vraie exposition qu'on peut inaugurer aujourd'hui. Oui, notre projet se veut ouvert à tous. C'est certes un travail de recherche, un travail d'innovation, un travail de création, mais avec le souci de parler aussi aux non-spécialistes, ce qui est au fond le principe même d'une exposition. La société Digital Aptitude a rejoint notre projet pour en assurer le développement de la version en ligne. Alors voici, grâce à eux, un premier petit film d'1 minute 30 sur notre exposition. Stéphanie, vous avez très bien connu Jean Starobinski pendant de longues années. Il nous a quittés il y a 18 mois. Il y a l'envergure intellectuelle du personnage, mais il y a aussi toutes ces images. Alors j'imagine des beaux souvenirs pour vous.
Oui, oui, beaucoup de très beaux souvenirs, des souvenirs personnels, des souvenirs de musique. Nous aimions tous les deux Schubert, qu'on vient d'entendre ici au piano par Fabrizio Chiovetta. Nous allions au concert ensemble, nous allions à l'opéra. Et de temps en temps, il y avait des concerts à la maison avec les enfants musiciens de Jean Starobinski. Je me souviens d'un concert où Brendel jouait juste dans la pièce à côté, ou d'un autre où d'Alberto était venu jouer seulement pour nous en privé. Jean Starobinski était pianiste aussi, ses amis le savent et s'en souviennent. Et puis il y avait aussi ces beaux portraits photographiques qui nous le restituent si bien, si vivant. Mais pour dresser un portrait de Jean Starobinski, il faut beaucoup de temps. Il nous faudrait beaucoup de temps, beaucoup plus que les 45 minutes qui nous sont octroyées ce soir. Il était critique, il était historien de la médecine, historien des idées, il était 18e professeur, il était médecin, grand connaisseur de la psychanalyse, de Freud aussi, et j'en passe beaucoup. Nous allons donc évoquer ce soir quelques-unes de ces facettes avec nos invités. Les archives littéraires suisses de la Bibliothèque nationale sont donc les dépositaires des archives de Jean Starobinski. C'est Jean Starobinski qui, de son vivant, avec son épouse Jacqueline, avec ses 3 fils, Michel, Pierre et Georges, c'est donc lui qui a décidé de constituer ce fonds et de le mettre à l'abri dans nos murs, en quelque sorte, pour l'éternité. Et c'est notre mission, à nous, Bibliothèque nationale suisse, de participer au rayonnement de ce patrimoine. Aussi pour un public qui n'a pas forcément le loisir de pénétrer dans une bibliothèque, nous avons donc voulu cette exposition numérique. Mais très rapidement, nous nous sommes aperçus qu'au fond, c'était beaucoup plus qu'un simple site d'exposition, qu'un simple site internet. C'était des enjeux infiniment plus complexes. Et donc c'est ainsi que d'une simple exposition, le projet est devenu un vaste programme de recherche, mais aussi d'innovation avec vous. Pour nous, je dois dire, à l'EPFL et Calab, c'est le projet idéal. D'une part, il y a un contenu qui est exceptionnel, celui que vous gérez, mais il y a aussi une thématique que nous suivons depuis près de 10 ans. En effet, on numérise partout dans le monde beaucoup de documents, de séquences audiovisuelles. Et la vraie question, c'est que fait-on de tout ce contenu? Comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès non seulement aux chercheurs, mais aussi à un public plus large? Comment est-ce qu'on arrive à partager toutes ces connaissances et savoirs qui sont sur ces supports numérisés? Nous avons eu la chance de travailler avec différents partenaires, notamment de faire revivre les archives du Montreux Jazz Festival, beaucoup de concerts, de l'audiovisuel, de travailler avec la télévision suisse romande, des éléments d'intelligence artificielle, mais aussi de travailler avec le Musée des Arts décoratifs de Paris, donc aussi un élément muséal. Il y a donc cette thématique, mais il y a aussi ce que produisait vraiment Jean Starobinski comme savoir. Et puis ça, la notion de la critique, c'est quelque chose que je pratique moi au quotidien dans un laboratoire de design avec des artistes, des designers. On pratique la critique, en recherche, on pratique la critique. Et puis dans le quotidien, que ce soit avec les enfants ou dans une lecture, on pratique aussi la critique. Et je me suis aperçu que je connaissais en fait pas grand-chose à la critique. J'étais un ignorant de la critique, pourtant je la pratiquais très régulièrement. Et je crois que c'est ça aussi un des vrais enjeux qu'on a ce soir, c'est dire comment est-ce qu'on arrive à faire sortir ces savoirs remarquables, mais qui sont souvent fermés dans les sortes de silos, et de pouvoir les amener à un public plus large. Et je crois qu'au moment où on a ces fake news, on a quelques difficultés parfois dans le débat démocratique, c'est vraiment un savoir qu'on doit pouvoir partager. Effectivement, et Starobinski avait ce talent très particulier de nous faire nous sentir plus intelligents. Il y avait chez lui, comme il y a d'ailleurs dans ses livres, une sorte de courtoisie d'érudition. Il ne laisse jamais ses lecteurs en plan, il les emmène avec lui, il ne les assomme pas sous un jargon hyper spécialisé ou peu amène. Et lorsque, en 1970, au moment de la parution de la Relation critique, on lui demandait pourquoi ou contre quoi il écrivait, il répondait, et je le cite, « contre l'obscurité, la confusion, l'oubli, la mort, pour mieux comprendre et faire comprendre. Comprendre, c'est transformer le monde. » Au cours de sa longue carrière, Jean Starobinski a rencontré des milliers de professeurs, de savants, de critiques, d'historiens, de philosophes, d'écrivains, de musiciens. Sa correspondance conservée à Berne en témoigne. J'ai le plaisir, cher Nicolas, de recevoir ce soir l'un de ses très vieux amis, Pierre Nora, qui est d'ailleurs aussi né un 17 novembre, comme Jean Starobinski.
Pierre Nora est historien. Depuis 2002, il est membre de l'Académie française. On le connaît aussi bien sûr pour les lieux de mémoire. Il est éditeur chez Gallimard, ça a été l'éditeur de Jean Starobinski chez Gallimard. Avec Marcel Gauchet, il accueillait Jean Starobinski dans la célèbre revue Le Débat. J'ai trouvé dans les archives, en cherchant juste encore la semaine dernière, ce qui me semble être la toute première trace de leurs échanges. Ils se donnent encore du cher monsieur, alors que assez rapidement ils deviendront de chers amis. Et je vous cite une lettre de juin 1965, un tout petit passage. « Songez, écrit Pierre Nora à son ami Jean, au livre que vous nous donnerez. Je l'espère vivement, soit sur la critique littéraire, soit sur les idées médicales, soit sur la mélancolie, soit sur le XVIIIe siècle. Il n'est presque aucun de vos centres d'intérêt qui ne soit sans doute compatible avec ce que je voudrais réaliser chez Gallimard. » Voilà, nous avons enregistré Pierre Nora dans sa maison de la forêt de Rambouillet, tout près de Paris. Eh bien, Jean Starobinski est pour moi a été un ami très proche depuis que je suis entré chez Gallimard en 1965 jusqu'à sa mort. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. D'abord ses grands livres, évidemment qu'il a fait seul, mais que j'ai eu l'honneur de publier, ces deux Rousseau, son Montaigne, son Diderot, et puis dans les lieux de mémoire qu'il a beaucoup aimé et apprécié. Il a fait un très bel article sur l'éloquence, la tribune, la chaire, le barreau. Il a fait un des premiers articles sur l'interprétation d'en faire de l'histoire. Et j'ai donc, et dans le débat, il a écrit plusieurs articles, dont je me souviens par exemple de la préface à Burton sur l'histoire de la mélancolie. Voilà, et c'est un homme que j'ai aimé parce que son empathie immédiate, sa classe d'une certaine façon et sa simplicité en même temps, sa réserve, son sourire encore une fois, qui était empreint de sympathie, de curiosité, de bienveillance finalement. Le rendait immédiatement agréable. Et j'aimais beaucoup le voir dans son univers familial, rue de Candolle, où il entretenait avec sa femme, Jacqueline, et ses trois fils, une atmosphère de complicité et de respect mutuel qui faisait qu'il aimait avoir, par exemple, tous ses enfants quand il avait des invités de marque qui passaient et il leur donnait la parole. Il avait ses 45 000 livres et sa bibliothèque géante répandue sur les deux étages, le sous-sol et le premier étage. Il mordait progressivement sur le cabinet de Jacqueline et il régnait. C'est d'autant plus intéressant, je crois, d'insister sur ce point qu'il a très peu quitté Genève. Il en a fait pourtant le centre, si j'ose dire, culturel de l'Europe. C'est un très grand Européen qui parlait plusieurs langues. C'est le type même de la grande culture européenne qui sortait de ce petit cercle et de cet antre que j'ai admiré. Et ce que j'ai admiré peut-être le plus dans ses livres, c'est sa liberté d'esprit, c'est son indépendance. À une époque où régnait non seulement le jargon universitaire, mais les contraintes des théories linguistiques ou structuralistes, les polémiques, évidemment, et on se souvient de celle de Barthes, par exemple, je crois qu'il a joué à quatre mains du piano avec Barthes, par exemple. Il a considéré, il a fait son chemin comme un écrivain. Il a fait de la critique une œuvre. Et c'est avec tous les risques que ça comportait,
et toutes les significations vis-à-vis de l'œuvre qu'il étudiait. Bref, ça a fait tout ça de lui, je crois, le plus grand critique intellectuel de littérature, d'histoire, d'art. Il ne faut pas oublier, par exemple, les enchantresses sur l'opéra qu'il a pu faire. Je crois, le plus grand critique du XXe siècle. Et puis, toutes ces dimensions, on les retrouve à travers cette extraordinaire exposition que le visiteur aura la chance d'explorer et qui représente un coup d'essai et un coup de maître technologique pour restituer l'univers d'un homme, sa correspondance, ses livres, ses manuscrits, ses photos, sa vie. À l'intérieur de trois grandes dimensions qui sont à la fois les grands thèmes de l'œuvre, la typologie des groupes d'archives qui sont exploités, la correspondance, les photos, les manuscrits, etc. Et les grands thèmes chronologiques qui permettent de s'y retrouver et de naviguer entre ces trois thèmes pour retrouver tout ce que l'on voulait. Et j'ai retrouvé une quantité de correspondances très émouvantes et surtout ça restitue ce qui est très rare et très difficile, l'univers d'un homme comme lui, qui à partir de Genève a fait probablement une sorte de tour du monde culturel autour de lui. L'exposition le restitue avec une science extraordinaire que je voudrais évidemment saluer et dont va profiter le visiteur. Merci beaucoup Pierre Nora pour ce témoignage. Je vous propose maintenant de découvrir plus en détail ce projet d'exposition avec deux personnes décisives dans sa conception. La première, c'est Valentin Calam. Valentin, venez nous rejoindre. Vous êtes architecte EPFL de formation. Vous avez décidé de rejoindre l'EPFL ECALab pour étendre vos compétences dans le domaine du numérique, de réaliser un travail de création et de recherche. Et le sujet de votre thèse, c'est justement cette exposition Starobinski. Donc, pas de au béton, ici. Vous devez concevoir un univers dans le domaine numérique. Ouais, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant pour un architecte de ne pas avoir recours au béton, mais finalement pas tant que ça, parce que quand on entend les curatrices ou les curateurs, l'espace semble être la matière première pour concevoir une exposition. Donc dans ce contexte, on peut le voir comme un exercice qui a été de construire construire une exposition virtuelle, une succession d'espaces, pour un cas précis. Mais ici, on est dans le numérique, donc il ne s'agissait pas seulement d'avoir la chance de concevoir une exposition pour un cas précis, mais de profiter, d'utiliser la possibilité de générer des espaces qui sont totalement adaptables et qui peuvent se modeler en fonction des objets exposés et surtout des intérêts du visiteur. À mon sens, c'est là qu'on commence à percevoir tout le potentiel de ces expositions numériques comme des vrais compléments à la consultation d'archives physiques. Alors les archives littéraires, pour vous, c'était aussi une découverte, j'imagine. Alors oui, c'est vrai qu'au début, on a un peu la sensation que les archives, c'est un goût de poussière, comme ça. Mais dès ma première visite à Berne, donc on se trouve au 7e sous-sol dans ces archives, on est face à ce trésor de documents qui est conservé dans des conditions particulières. Et donc oui, ça a été un des enjeux majeurs du projet de restituer ces documents au public. Mais pas seulement d'y donner accès, mais aussi de créer une relation particulière avec ces représentations matérielles. Alors nous avons vu le clip qui présentait globalement le projet. Je vous laisse maintenant nous faire une brève visite guidée en soulignant quelques-unes des particularités de cette exposition. D'accord. Bienvenue sur l'exposition Jean Starobinski, Relations critiques. Tout d'abord, dans ce texte introductif, on éclaire le visiteur sur la manière de naviguer dans l'exposition, selon 3 axes. Cette vidéo d'introduction nous suggère la masse de documents présents dans l'expérience
et que ces documents se rassemblent pour former des îlots ou groupes. La visite commence naturellement par l'axe principal, celui des grands thèmes de la vie de l'auteur. Cette visite est accompagnée de 2 axes complémentaires, les ensembles chronologiques en bleu et les ensembles typologiques en beige. Ces ensembles-là correspondent aux nomenclatures archivistiques classiques. On y trouve par exemple les manuscrits, les tapuscrits épreuves ou livres. Les barres latérales nous permettent de passer d'une dimension à l'autre. De retour à la navigation principale, on découvre une carte bidimensionnelle sur laquelle sont organisés les 17 grands thèmes de la vie de l'auteur. On y trouve par exemple les rencontres internationales de Genève, la musique, l'histoire des mots ou l'exposition comme un don. Au déploiement de l'îlot, on découvre les documents en lien avec la thématique. Les flèches latérales nous permettent de naviguer entre ces différents thèmes. Au soulèvement du voile, on trouve au centre de cet ensemble le document emblématique. Au survol d'un document, on saisit le document pour l'isoler légèrement des autres. À la sélection, l'îlot est réorganisé verticalement. La navigation sensible invite le visiteur à s'orienter en premier lieu par les images, mais cette navigation est aussi accompagnée d'une navigation plus analytique par le biais du menu qui se construit en même temps que la visite. Chacun de ces documents est accompagné d'une description. À l'intérieur de ce panneau, on découvre de temps en temps des suggestions de lecture. Celles-ci permettent aux visiteurs non pas seulement de transgresser la structure de l'exposition, mais bien à relier ce qui mérite d'être mis en relation. Le document, alors isolé, il devient possible pour le visiteur de recontextualiser le document dans l'un ou l'autre des axes secondaires, à l'image d'une exposition qui se réorganise au gré du visiteur. À la fin d'un ensemble, le visiteur est naturellement orienté vers la salle suivante. Ici, la décennie qui vient succéder l'actuelle. Cette nouvelle salle temporelle est introduite par quelques dates marquantes de la vie de l'auteur. Dans cette exposition, le visiteur est invité à inventer son propre chemin, entre exploration sensible et pensée analytique, alternant entre compréhension globale et minutieuse des champs d'action et de pensée de l'auteur, et parfois en déjouant quelques barrières disciplinaires. Nous vous souhaitons à tous et toutes une belle visite, l'équipe Staro. Romain Collot, vous êtes un designer formé à l'ECAL dans le domaine du graphisme, vous travaillez à l'EPFL ECAL Lab. Là, pour les interactions numériques, vous êtes le chef de projet et le directeur artistique de cette exposition. Vous avez commencé dans votre métier par des publications traditionnelles, le papier, le livre. Ensuite, vous avez passé à la conception d'interfaces parfois très complexes dans le domaine du numérique. Cette fois, c'est en quelque sorte le retour aux origines, la littérature, les objets fondamentaux, le papier. Et en même temps, on reste dans le numérique. Alors, est-ce que c'est une forme de convergence pour vous ou une forme presque de schizophrénie entre les deux mondes? Je dirais que c'est une forme de complémentarité avant tout. C'est-à-dire que, typiquement pour cette exposition, on a vraiment essayé de prendre les avantages et les atouts de chacun de ces deux types de médias. Par exemple, avec le digital, on a pu créer des interactions qu'on n'aurait pas avec les médias analogiques. Par exemple, la recontextualisation de documents. Quand le visiteur se trouve face à un document, il peut redéfinir l'ensemble aggloméré autour de ce document, ce qu'on n'aurait pas dans la vie réelle, j'ai envie de dire. Mais toute cette exposition est quand même conçue selon des méthodes traditionnelles, on va dire. On a des chapitres, on a des chemins de fer, on a l'omniprésence de la grille. Donc on peut vraiment dire que cette exposition est consultable comme on feuilleterait un livre. Alors je sais qu'aussi la typographie a été quelque chose de très important, les discussions notamment avec les littéraires. C'est vrai, c'était même un sacré challenge parce que quand on est face à un ensemble de documents comme ceux de Jean Starobinsky, on est face à différents types de typographie finalement, que ce soit les tapuscrits, les manuscrits, de la calligraphie, etc. Donc ça aurait été faux, selon moi, d'aller dans ce sens, d'essayer de copier ce qu'on a dans ces documents. C'est pour ça qu'on a fait un pas en arrière et on a essayé de créer une identité qui est vraiment spécifique à cette exposition. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au-delà de la lisibilité de la police, ses formes amples, sa géométrie, son côté très linéal, on a eu également une version qui est plus ornementale, avec des pièges à encre qui traditionnellement sont utilisés pour l'impression en petite taille. Et c'est un chouette retour, je pense, de prendre ces contraintes techniques pour avoir vraiment une raison purement esthétique derrière. Alors Stéphanie, nous parlons conception du monde numérique, mais l'objectif c'est avant tout d'évoquer un écrivain et sa pensée.
C'est donc une aventure muséale, un travail considérable sur le contenu et son organisation. Oui, c'est pourquoi je suis très heureuse ce soir de recevoir également le professeur Martin Rueff de l'Université de Genève, car c'est aussi évidemment sous l'autorité des grands spécialistes de Jean Starominski que je me suis placée au moment du choix des documents et au moment de ce travail. Il fallait que ces habitués y trouvent aussi leur compte et qu'ils aient l'impression d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, parce qu'évidemment, ils n'ont pas passé en revue les centaines de boîtes que comprend le fonds Jean Starominski. J'ai pour ma part ouvert chacune des 500-600 boîtes à la recherche de documents, du document qui serait le plus intéressant pour cette exposition. Martin Rueff est aussi un des éditeurs de Starominski puisqu'il vient de publier Le corps et ses raisons au Seuil. Alors Martin Rueff, comment s'est passée cette première visite, ce premier cheminement au sein des 17 îlots thématiques au milieu de ces quelques 250 documents? Bonsoir Stéphanie, bonsoir Nicolas Chaud, et d'abord bravo pour cette extraordinaire plongée. Ce qui m'a frappé, voyez-vous, c'est que le monde digital est un monde de surface et que grâce à vous, on perçoit dans la surface des écrans, à travers la surface des écrans, la profondeur qui est celle du savoir. Et plutôt que d'une traversée, hein, moi je préférerais un lexique qui est cher aussi à Stéphanie, qui est celui de la plongée. Alors, je dois dire d'abord que le schéma interprétatif qui a guidé l'exposition me paraît absolument conforme à l'idée que Jean Starominski se faisait du savoir. Et ce pour deux raisons. D'abord parce que, comme le titre très bien choisi l'indique, Starominski a toujours pensé l'activité intellectuelle comme une relation critique, c'est-à-dire à la fois comme une relation, un engagement, une rencontre, une ouverture à l'autre, et en même temps comme un geste de distanciation qui évite les effets délétères de l'empathie. Et donc l'idée de relation critique pluralisée, hein, c'est ce que Nicolas et vous-même, Stéphanie, avez conçu pour intituler l'exposition, me paraît tout à fait bonne, parce que tout ce qui s'ouvre dans ces extraordinaires fenêtres qui sont un petit peu comme des... qui nous rendent, nous, chercheurs, un peu comme des enfants devant le calendrier de l'Avent, hein, où on ouvre des petites fenêtres pour découvrir ce qu'il y a derrière, eh bien, toutes ces relations sont bien des relations critiques et des relations dont le lecteur, le spectateur, le voyageur, le plongeur est amené à faire la critique. Et puis, il y a une deuxième raison, me semble-t-il, Stéphanie, qui fait que cette exposition est encore plus starominskienne qu'il pourrait y sembler, au-delà même du titre. Starominski était un philologue. Alors, je sais que ce terme peut faire peur, mais qu'est-ce que c'est un philologue? Le terme, dans sa version grecque, signifie quelqu'un qui aime le logos, c'est-à-dire quelqu'un qui aime à la fois, puisque le terme logos est particulièrement ambigu, la raison, le discours, la proposition, le sens. Et Starominski a toujours été obsédé par la forme du sens. Le sens se donne historiquement dans des formes. Et on a des relations critiques au sens quand on a des relations critiques aux formes du sens. Or, ce que Nicolas Chaud et vous-même avez inventé, c'est une nouvelle forme sens, une nouvelle forme du sens. Et cette forme de sens, elle relève du matérialisme de la philologie, c'est-à-dire que, voilà, les époques inventent des manières de constituer formellement leur relation critique à la signification. Et de la même manière, me semble-t-il, que dans les années 1740 et suivantes, Diderot et ses amis, tous aussi turbulents que vous l'êtes, ont conçu l'encyclopédie, c'est-à-dire justement une forme sens pour l'époque dans laquelle Diderot et d'Alembert, entre autres, écrivaient. Eh bien, tout comme eux, vous-même, vous avez cherché une forme sens qui soit celle des usagères et des usagers d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est un usager du savoir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est un homme ou une femme cultivée d'aujourd'hui? Eh bien, c'est quelqu'un qui est face à son écran. C'est quelqu'un qui, comme vous et comme moi, est entouré de livres. Alors, pas 45 000, mais on approche. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vers les sources à travers
des écrans, qui plonge, qui passe sa vie à confronter des sources et des renseignements. Et en cela aussi, je trouve que vous nous obligez, je crois que Nicolas l'évoquait tout à l'heure, hein, à inventer un rapport critique avec ce qui apparaît sur nos écrans. Et je crois que la plus grande leçon de votre exposition, c'est ça. C'est l'anti-information, ou communication, si la société de l'information et de la communication, hein, c'est le fait de balancer tout ça sans aucune aide, aucun appui, aucune ressource pour la réflexion. Voilà. Et donc pour cela, je vous dis merci aussi pour nos étudiants. Merci Martin Rueff. C'est donc une exposition sur la critique et sur la métacritique, donc sur la critique de la critique. Vous avez vous-même écrit un plaidoyer pour la critique dans un livre, dans un texte, dans La beauté du monde, un texte de vous que j'aime énormément. Et donc pour vous, et je vous cite, Martin Rueff, « La parole critique de Jean Starobinsky, c'est le discours de l'homme éclairé, éclairant, et elle rend les conditions de la jouissance esthétique proprement démocratiques, car son geste est de partage. » Pensez-vous donc que cette exposition est un véhicule adéquat pour ce faire? Oui, bien sûr, mais évidemment que c'est un véhicule adéquat. Il nécessite une espèce d'attention hein, à l'objet, c'est-à-dire qu'on ne va pas visiter cette exposition avec nonchalance, hein, il faut faire attention à ce qu'on voit, oui, sûr, et oui. faire attention à la proportion de l'attention que vous-même, Stéphanie, et vos collègues ont placé dans ce travail, mais bien sûr que c'est une invitation au partage. Moi-même, qui suis plongé, vous le rappeliez, dans l'œuvre de Starobinsky, hein, j'ai été complètement émerveillé de découvrir des documents. Je donne quelques exemples. Hein. Alors, j'ai été très attentif, évidemment, hein, aux îlots thématiques, parce que c'est comme ça que j'ai voulu rentrer, mais je rappelle à nos auditeurs qu'on peut aussi rentrer par les îlots qui sont plus proprement des îlots matériels, hein, qui permettent de regrouper les documents par type de présentation matérielle, archives ou lettres, ou etc. Moi, j'ai été sensible aux îlots thématiques. Et dans les îlots thématiques, par exemple, hein, j'ai été, je dois dire, très ému hein, de découvrir, par exemple, dans la deuxième salle, hein, la deuxième stanza, j'avais envie de parler comme les poètes italiens, la deuxième stanza, l'extraordinaire dispositif que vous avez mis en place pour évoquer les études de médecine. Et les spectateurs, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais quand Jean Starobinsky fait ses études pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas suisse. Il n'est pas suisse. Et sur le livret d'étudiants que vous avez montré, et ce choix n'est pas du tout anodin, je le sais, apparaît à la ligne nationalité Pologne. Alors ça, c'est bouleversant. Ça, c'est bouleversant. Hein. Et ça vaut toutes sortes de discours. De la même manière, hein, quand on voit, et je sais que vous êtes très attentive à ce dossier, Stéphanie, à la stanza 5, l'exposé de la méthode, c'est-à-dire la relation critique, hein, qui est un texte qui a beaucoup inspiré la tradition critique de la fin du XXe siècle, et qui vous a même vous-même beaucoup inspiré. C'est un texte qui a connu hein, au moins 5 ou 6 versions, et grâce à vous, grâce à ce dispositif, hein, on voit ces versions se répondre, hein, on les voit matériellement. Et ce n'est pas simplement de la matière, c'est comme je disais, c'est du matérialisme discursif, c'est-à-dire c'est une forme sens qui donne à voir et à comprendre la manière dont Jean Starobinsky travaillait. Donc oui, c'est évidemment si vous voulez, pour le dire autrement, c'est comme dans les bonnes expositions de peinture. Disons, l'amateur non éclairé, il se régale parce qu'il découvre des objets, des visages, il voit la tête qu'avait Yaus, il voit Jean Starobinsky lever les bras sur une montagne, il voit aussi sa délicieuse écriture, il voit des cahiers, il voit des personnages bizarres. Donc, il en a pour son voyage. Mais le spectateur plus plus professionnel, plus critique, hein, alors lui, il se régale. Parce que lui, il trouve des pépites, il trouve des choses qu'il avait pressenties, et donc là, il est heureux et il se dit... voilà une très bonne manière de relancer l'œuvre, hein, parce que à côté des archives extraordinaires que vous montrez, dont vous êtes l'organisatrice, hein, il y a aussi toutes ces archives sonores, on sent à voir ce premier. Nora disait tout à l'heure un coup d'essai qui est un coup de maître. Hein, il citait ainsi le Corneille chéri des premières années de Jean Starobinsky. Hein, on sent que ça va être un coup de maître suivi d'autres coups.
Absolument. Merci beaucoup Martin Rueff pour ce premier témoignage ô combien précieux. Et je me réjouis de vous retrouver pour de nouvelles aventures et de nouveaux travaux autour de Jean Starominski l'année prochaine, peut-être déjà pour un colloque à l'Université de Genève. Nous l'espérons beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Martin Rueff. À bientôt. Nous l'espérons. À tout bientôt à tous les deux et bravo encore. À Merci. bientôt. Au revoir. En 1994, Jean Starominski écrivait que pour lui, je le cite, l'essai illustré, par exemple dans la collection des Sentiers de la création, donc la célèbre collection chez Skira, donc que l'essai illustré est une exposition virtuelle. Donc en 2020, nous avons tenté de faire nôtre cette proposition de Jean Starominski, mais en la renversant, à savoir concevoir notre exposition virtuelle comme un essai illustré. Julien Zanetta est professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Il est aussi chercheur FNS, lecteur de Jean Starominski. Il l'a connu, il a fait des entretiens avec Jean Starominski, mais il est aussi historien de l'art. Et donc il nous parle ce soir de la dimension plus proprement artistique de notre exposition. Il en a vu les détails, comme Martin Rueff juste à l'instant, que je me suis amusée à livrer comme des cailloux du Petit Pousset. Et il se joint à nous depuis l'Italie, où il séjourne actuellement. Alors voici, pour un centenaire, une véritable table d'orientation, ainsi que Jean Starominski les aimait. Du haut d'une éminence, derrière nos écrans, il nous est loisible de contempler le panorama de l'œuvre avec ses pics et ses plaines, ses points saillants et ses retraites. Il s'agit bien d'une architecture toute faite de recoupements et de renvois, une organisation réticulaire qui donne forme et sens à la masse de documents. Hors de ce contexte, pourtant, ces documents possédèrent un sens propre et une organisation leur appartenant. Mais les voici transposés ailleurs, sur le plan de l'œuvre finie, à l'échelle de la vie, grande, vaste, belle, de Jean Starominski. De même que nous décidons des liaisons qui unissent les étoiles en constellations, de même l'organisation de l'archive esquisse des formes correspondantes à nos dessins. Le type, le thème ou l'histoire, tripartition propre à la critique, qui se conçoit à la poursuite de récurrences typiques, d'ensembles thématiques, de cohérence historique. Bien entendu, c'est une exposition. On ne peut tourner et retourner l'ensemble des manuscrits, et certaines amorces de lettres laissent le chercheur inévitablement frustré de ne pouvoir savoir comment celles-ci prennent place dans un échange plus vaste. C'est l'archive latente qui nous fait signe, le continent dormant sous la partie émergée. Une archive qui s'expose étant avant tout le témoignage du temps et des modes, c'est un parfum d'époque qui saisit d'abord le spectateur ou l'usager derrière son écran. Si l'on se réfère à la riche iconographie du fonds Starominski, on est sans doute touché par la manière de s'habiller, par le mobilier ou le papier peint de certaines photos, mais plus encore par les façons et les politesses, les gestes, la courtoisie, la sociabilité d'alors, des après-midi passés en compagnie et non de courts rendez-vous, un temps diffus, partagé, en excursion, dîner ou promenade. Même le dimanche, la pensée est pensée. Plus que les photos, ce sont d'autres traces qui nous retiennent. L'encre bleue ou noire de ces belles lettres, si lointaines du cliquetis de nos ordinateurs. Et bien que Jean Starominski est consacré à l'art du courrier électronique, ainsi que l'exigeait le nouveau siècle, les messages que l'on pouvait recevoir de lui paraissaient le fruit étrange d'un anachronisme, singulièrement arrivé depuis le siècle passé, et portant avec eux ou en eux le souvenir manifeste de la forme lettre, écrite à l'encre sur du papier à en-tête. Émanait d'eux, en somme, la nostalgie latente d'être rendu à l'anonymat du mail, dont aucun facteur n'aurait la charge, dont aucune distance géographique ne serait parcourue et comblée physiquement. Mais si ces nouvelles missives arrivaient de loin, l'homme qui les écrivait vivait plus loin encore, en d'autres siècles dont il fit ses patries temporaires, ses sociétés retrouvées. Dans cette exposition, c'est un Starominski inattendu et intime que l'on découvre. Le lecteur de Babar en compagnie de ses enfants, le marcheur, le réparateur d'ampoules, l'ami fidèle dans les marges de sa vie hors de la bibliothèque. Le plus touchant pour moi, peut-être, ce sont ces images de livres que l'on pourrait nommer les partitions du critique, soit quelques-uns de ces exemplaires de livres annotés. Que l'on prenne son édition des Fleurs du Mal. Voici le sonnet des correspondances, constellé de signes
traduisant la lecture de Starobinsky à demi-voix. Des cercles et des renvois, des gradations et des noyaux d'interprétation futures en voie de développement. Ainsi, cette manière distinctive de prendre un pas de recul au moment même de la lecture. Nous savons bien que la description que nous lisions est un visage, mais il suffit de le noter en marge pour voir cette partie anatomique se lier à d'autres membres éparpillés dans le poème et de voir naître une attention critique à l'affût d'un réseau de sens, d'une unité d'organisation supérieure guidant le poème connu. Le commentaire se fait d'abord au contact de la page, un crayon à la main, et la critique est avant tout ceci, une partition seconde apposée à une partition première, la jouant, la mimant, la prolongeant où elle ne pensait pas forcément aller. C'est ce que l'on retrouve dans la belle intuition de Boris de Schleuser à la lecture de la relation critique, je le cite, « Ce que vous nous proposez, cher Jean, c'est la magna carta de la critique moderne, et non seulement littéraire, mais mutatis mutandis, musicale, picturale. » Soit que le chemin de l'interprète doit pouvoir se comprendre en des termes aussi précis pour d'autres disciplines que la sienne, que les barrières disciplinaires doivent s'abolir dès lors que l'on atteint à des principes de méthode valables pour toutes, ou tout du moins pour celles dont la relation de proximité le permette. Le site va être ouvert dans quelques minutes. Comme nous l'avons dit, c'est un projet de recherche, de création, mais c'est aussi une exposition totalement opérationnelle. D'habitude, on fait les choses l'une après l'autre. On fait d'abord la recherche et puis après, on regarde comment est-ce qu'on va transférer cette recherche dans une application pratique. Et bien ici, on a essayé d'innover en faisant les deux en même temps. Alors, il y a une première raison, c'est que l'on souhaitait se confronter dans le cadre de cette recherche aux vrais documents, aux vraies questions technologiques. Et puis la deuxième chose, c'est que le résultat, donc l'exposition, on souhaite la confronter au vrai public, dans des vraies conditions, que ce soit le plus réel possible, et ça améliore aussi la recherche. Alors pour arriver à cela, il nous fallait un partenaire technologique, quelqu'un qui était capable d'amener ces techniques de pointe orientées vers la production. C'est la société Aptitude, une jeune entreprise située sur le campus de l'EPFL qui a rejoint l'équipe. Axel Pascalini, vous êtes l'un des cofondateurs d'Aptitude. Après quelques mois de stress, le résultat est en ligne. Votre premier bilan de cette expérience un peu particulière? Alors, c'était une expérience très intéressante. Je dirais qu'en tant qu'entreprise privée sur le campus de l'EPFL, on a le devoir de faire des collaborations avec les laboratoires de recherche. Et au-delà du devoir, la volonté surtout de travailler dans ce sens-là. Comment le privé peut aider la recherche qui est nécessaire à notre civilisation à être amenée sur le marché et à être connue du grand public. Donc pour répondre à la question, cette collaboration, en réunissant un fonds incroyable de la Bibliothèque nationale, un laboratoire de design très performant et très à la pointe et une entreprise privée, c'était fantastique. Alors quelques défis majeurs, vous avez créé des outils un peu particuliers, enfin, vous avez relevé comme des défis assez spéciaux dans ce contexte. Alors c'est vrai que les défis de travailler en même temps la recherche et la production et de pouvoir proposer à l'ensemble des parties prenantes des prototypes et en même temps construire la solution, c'est vraiment un défi dont on n'a vraiment pas l'habitude dans un projet standard, on dira, de notre métier. Mais ça ne fait qu'enrichir finalement le résultat final pour pouvoir tester des hypothèses et les valider au fil de la construction de ce projet. Alors j'imagine que chez vous, tout le monde est prêt parce que ça va s'ouvrir dans quelques minutes. C'est le moment de passer à l'inauguration. Nous laissons donc l'honneur à Marie-Christine Dauphin, la directrice de la Bibliothèque nationale suisse, de présider ce moment officiel. Mesdames et messieurs, je me réjouis du premier chantier qui réunit nos deux institutions, l'EPFL ECAL Lab, dirigé par Nicolas Anchaud, et la Bibliothèque nationale que je dirige. Nos deux institutions apportent chacune leurs compétences dans un vaste projet de recherche qui dure 2 ans. L'EPFL ECAL Lab nous offre son vaste savoir sur les questions techniques et de design. La Bibliothèque nationale, quant à elle, met à disposition ses compétences en matière de littérature, de critique, de conservation d'archives et celles aussi de notre laboratoire photographique associé aux réflexions prototypiques quant à la manière de photographier des manuscrits. Enfin, je me réjouis de la collaboration avec l'agence digitale Aptitude qui a développé l'exposition sur la base de nos recherches communes. En cette année, durant laquelle la Bibliothèque nationale fête ses 125 ans,
Je suis heureuse de commémorer en même temps le centenaire de la naissance de Jean Starobinsky. Jean Starobinsky, dont la présence est encore très vive à Berne, par le biais de ses archives et de sa bibliothèque. Je remercie toutes celles et ceux qui ont collaboré à ce vaste projet. Il s'agit d'une équipe d'une vingtaine de personnes qui ont toutes, d'une manière ou d'une autre, contribué d'une manière directe ou indirecte à cette vaste réalisation. Je remercie en particulier Stéphanie Cudré-Moreau, Nicolas Anchaud, Romain Collot et Valentin Calam. Bien évidemment, mes remerciements vont aussi à nos généreux mécènes, sans lesquels le travail de recherche n'aurait pas été possible. Je souhaite désormais aux visiteurs de belles découvertes au gré de ses envies, dans un vaste choix de documents, soit connus, soit inédits, regroupés dans des ensembles soit typologiques, thématiques ou chronologiques. Ce soir est un tout petit peu particulier puisque je vais symboliquement couper le ruban et je déclare donc l'exposition Jean Starobinsky, Relations critiques ouverte. L'exposition Jean Starobinsky, Relations critiques est désormais donc en ligne. Vous pouvez y accéder par les différents liens qui sont sur nos pages ou en tapant directement l'adresse www.expo-starobinsky.ch. Merci à Multivideo pour la réalisation de ce vernissage en ligne un peu particulier, à la famille Starobinsky pour son soutien et l'accès à cet environnement émouvant quand même. Et je vous propose de nous quitter en retrouvant le clip qui résume le projet. Merci de nous avoir rejoints pour cet événement et bonne visite d'exposition surtout. Merci, bonne visite.